question. Oui, là, madame. Moi, j'aimerais savoir dans leur milieu scolaire s'il y a beaucoup de projets pédagogiques avec l'intégration des TIC qui sont en place, s'il y a des équipes de travail à ce niveau-là qui développent. Oui. Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas de réponse. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de projets, il y a de plus en plus de projets qui tournent autour du numérique. Il y a les trucs de classe, évidemment, qui sont de plus en plus nombreuses. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du numérique. J'ai récemment fait un reportage sur une professeure en classe relais à Brest, dans l'ouest de la France, qui utilise le numérique pour faire des liens intergénérationnels, c'est-à-dire des adolescents au parcours un peu difficile qui initient des personnes âgées au numérique. Voilà, donc c'est un projet parmi d'autres, mais il y a de plus en plus, je pense, d'enseignants, en tout cas en France, et je pense que c'est la même chose au Québec, qui s'intéressent au numérique pour des projets innovants, que ce soit autour de Twitter, des réseaux sociaux, ou de l'intégration plus générale du numérique dans les classes, au sein des différentes matières. Il y en a de plus en plus qui se tournent vers les blogs, notamment parce que c'est des outils de publication qui, je pense, sont très intéressants. Donc, de plus en plus, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le numérique est en train d'irriguer toute la communauté éducative et qu'il y a de plus en plus, je pense, d'enseignants qui s'y intéressent et qui développent des projets pour des enfants qui, de toute façon, eux aussi, c'est pas le moindre des paradoxes du numérique, qui amène donc les parents à s'intéresser au numérique en général, mais qui aussi, parfois par leur propre pratique, et ça je pense que Perrine pourra certainement confirmer, par leur propre pratique, amènent les enseignants à s'intéresser qui à Twitter, à Facebook, en tout cas au numérique en général. Donc voilà, il y a une horizontalité, on va dire, des rapports dans le triptyque enseignant, parents, élèves, qui est en train de se développer grâce au numérique. Voilà. Et ça, c'est vraiment une chose qui est en train d'émerger et qui est vraiment, je pense, très intéressante à observer. C'est un peu la même chose en Belgique, mais par rapport à la France, je pense sincèrement que la Belgique est un peu à la traîne. Et bien entendu, il y a des projets qui se mettent en place. Il y en a d'autres demain, d'autres conférenciers qui travaillent plus particulièrement sur ces questions de technologie éducative. Moi, je travaille plus sur les questions d'inégalité liées au numérique. Mais évidemment que ça prend forme. Il y a des efforts politiques aussi pour que ça prenne forme. Mais il y a encore un gros retard en Belgique au niveau des équipements. Les écoles ne sont pas bien équipées au niveau simplement d'ordinateur, et alors encore moins d'une connexion Internet, d'une bonne connexion Internet qu'on sait utiliser pour travailler en classe vraiment directement. Donc la question d'équipement reste en Belgique encore un gros problème, et il y a pour l'instant un grand plan numérique qui est en train de se mettre en œuvre, mais ça met du temps. Et puis il faut aussi que les enseignants se mettent au numérique. Il y en a des très motivés, mais je pense que ce n'est pas encore la majorité des enseignants. Il y a une réticence parce que ça demande de changer la posture en tant qu'enseignant, la posture professionnelle, et de revoir toutes ces méthodes de travail si on veut vraiment utiliser le numérique de manière pédagogique. Voilà. Merci. Une deuxième question de la salle. Dans plusieurs années, est-ce que vous croyez qu'il pourrait être possible de remplacer les enseignants par des appareils technologiques quelconques? Non. Moi, ma réponse est vraiment non. Ça ne va pas être possible. C'est un gros... je crois que c'est un gros souci. C'est une grosse peur de la part de beaucoup de personnes de croire toujours que le numérique va supplanter le reste. Il y a beaucoup d'études et le numérique, mais avant ça, il y a eu d'autres innovations technologiques. Elles n'ont pas supplanté, elles viennent en complémentarité. Ça peut enrichir les cours.
très clairement. Mais le rôle du professeur, de l'enseignant, reste fondamental. Voilà. Ce n'est qu'un moyen, c'est pas une fin en soi, et l'apprentissage ne peut se faire qu'aussi grâce à l'enseignant qui utilise bien, de manière pertinente, ces outils. Il y a toujours un peu une confusion dans cette peur entre la fin et les moyens. C'est un outil, et je pense que Marcel Lebrun, qui intervient demain, va aussi beaucoup insister là-dessus, sur ces questions de technologie comme moyen pour un meilleur enseignement, mais évidemment que l'enseignant reste central. Alors, juste, c'est une question en fait qui est aussi une question que se posent les parents sur c'est un peu une espèce de crainte, comme le disait Perrine, voilà, que les écrans remplacent finalement toute interaction humaine, tout lien social, tout, voilà, ça fait partie des peurs qui sont liées, sont des peurs qui sont liées à une certaine, en tout cas du côté des parents, à une certaine méconnaissance, à une pratique qui n'est pas du tout effectivement celle de la culture qui était mentionnée tout à l'heure, celle de la culture numérique, culture juvénile. Donc il y a une forme de méconnaissance qui engendre une certaine peur, mais les écrans, c'est d'abord ce qu'on en fait. Les écrans, un écran tout seul, ça n'est rien. Un compte Twitter sans personne l'animer derrière, ça n'est rien. Il faut remettre l'humain, il faut se remettre dans un contexte où l'humain, où les émotions sont là. Un écran, c'est aussi une mise en relation. La preuve avec Référédu, je crois qu'il y en est une superbe illustration. Nous ici à Rouen et vous là-bas au Québec. Donc voilà, je crois que ça ne remplacera pas l'humain et qu'au contraire, ça va engendrer un nouveau type d'interaction. Et qu'il faut aussi peut-être changer, que tout le monde dans la communauté éducative, que ce soit parents, enseignants, on change notre regard et qu'on apporte un regard avec un peu plus de bienveillance peut-être. Je crois qu'il faut réintroduire le mot bienveillance pour que les usages bénéfiques qui sont, je pense, assez nombreux, ça n'occulte pas le fait qu'il y a effectivement ce qu'on appelle les dangers du net, qu'il y a des risques, non, ça ne les occulte pas, mais je crois que ça met en évidence qu'il faut accompagner les enfants, qu'il faut les éduquer au numérique. Voilà, il y a un besoin d'éducation au numérique, à la fois pour les parents et à la fois pour les enfants. Je voudrais rebondir sur la question de la complémentarité des réseaux sociaux virtuels et des réseaux sociaux réels, avec cette peur qu'il n'y ait plus de vie réelle et que tout se passe en ligne. Une étude, excusez-moi, je me réfère beaucoup à des études, mais je crois que c'est intéressant aussi, du CREDOC, donc c'est celle que j'ai citée au début de ma présentation, montre que les adolescents qui ont le plus qui sont le plus actifs dans les réseaux sociaux sont en fait ceux qui sont le plus actifs aussi dans la vie réelle, dans la vie associative, dans l'engagement citoyen. Donc là, ça montre, ça bat en brèche vraiment cette idée que le virtuel remplace le réel. Non, il y a une complémentarité et ça alimente le réel. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Perrine, parce que je crois que c'est un point essentiel pour bien comprendre ce qui est en train de se mettre en place avec le numérique. C'est qu'on est en train de dissocier vie numérique de vie réelle, entre guillemets. Cette vie réelle, je trouve que l'appellation est fausse, parce que la vie numérique, elle est tout aussi réelle. Et on est en train de couper les deux, comme si un enfant derrière un écran était différent quand il est hors d'un écran. Or, je pense qu'un enfant, s'il est bien éduqué, entre guillemets, à la base, il sera bien éduqué devant ou derrière un écran. Dans la tête des parents, en tout cas, il y a une espèce de dichotomie entre vie numérique et vie, donc on va appeler ça la vie réelle, même si, bon, on va appeler ça la vie physique, mettons, alors qu'en fait, la vie numérique n'est qu'un prolongement de nos agissements dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours. On prolonge, pour les enfants, ils prolongent la cour de récréation sur les réseaux sociaux. Nous, on peut avoir des prolongements professionnels. Et voilà, je pense qu'il faut repenser justement cette vie numérique comme faisant partie de la vie, tout simplement. Je crois que c'est un point essentiel à comprendre dans les familles, c'est que voilà, cette vie numérique, de toute façon, elle est là. Et c'est un prolongement, une émanation de la vie
appelons-la vie réelle. Bon, Corinne et Laurence, je pense que vous voyez très bien qu'ici, nous avons des élèves dans la salle, donc des digital natives. La dernière question provenait d'un élève et on est ravis d'avoir des élèves avec nous. C'est un peu le public qu'on visait. Et puis là, l'élève qui a posé la question aimerait réagir à vos réponses. Alors, je lui cède à nouveau le micro. Pensez-vous que la technologie pourrait éventuellement nuire à l'apprentissage avec toutes les fausses informations qui peuvent circuler sur le web? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Et je crois que justement, ça fait partie il faut développer son esprit critique. Voilà, qu'on soit devant, derrière un écran, il faut développer son esprit critique. Alors, effectivement, ça demande quand on se face à un écrit sur un écran, de se poser quelques questions et de ne pas effectivement prendre pour argent comptant, de vérifier ses sources. Donc, ça implique peut-être des compétences supplémentaires, nouvelles. Mais effectivement, c'est une très bonne question. Oui. Bah, ça ne nuit pas à l'apprentissage, justement, ça suscite un apprentissage. Et l'apprentissage est de savoir justement distinguer la fausse information des vraies informations. Donc voilà, l'apprentissage il est là et le rôle des enseignants et des parents est encore vraiment fondamental à ce niveau-là. En posant cette question, on vient de le souligner, la technologie n'est pas en soi l'apprentissage, c'est un outil et il faut éduquer pour savoir reconnaître, peut-être même encore plus qu'avant, parce qu'on n'avait pas accès autant à des fausses informations avant, parce qu'il y avait un filtre en amont. Les filtres, ce sont les filtres, ceux qui sélectionnaient les bouquins qui paraissent, ceux qui sélectionnent les articles qui vont paraître dans les journaux. Maintenant, il n'y a plus ce filtre en amont qui faisait un peu le travail pour nous. Eh bien non, l'apprentissage, ça revient à tout le monde de savoir faire ce tri. Et donc ça, je pense que le rôle de l'enseignant et des parents est encore central pour apprendre ça à l'adolescent. D'où l'importance de développer le jugement critique. Une question d'une autre élève. Oui, j'aimerais savoir, selon vous, est-ce qu'il est nécessaire d'adopter ces technologies en classe malgré toutes les ressources et aussi le bien matériel que ça fait longtemps que nous utilisons en classe? Alors, pensez-vous que c'est vraiment nécessaire d'adopter toutes ces technologies avancées-là? De nouveau, dans la question que tu poses, il me semble qu'il y a une confusion entre la fin et les moyens. Donc, la technologie est un moyen. Alors, est-ce qu'il est nécessaire d'adopter la technologie? D'abord, il faut se poser la question, pourquoi faire? Et donc, si ça a un sens au niveau de la fin, de l'objectif, quand je dis la fin, je parle de l'objectif, oui, il y a parfois, pour des objectifs, c'est très intéressant d'adopter un aspect de la technologie, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la technologie, derrière ce mot singulier, se cache toute une série de choses. Mais la question fondamentale qu'il faut se poser avant de se dire je vais faire rentrer la technologie dans ma classe, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire avec cette technologie, pour quel objectif, pour quel apprentissage. Donc là, les technologies peuvent être utiles à certaines fins d'apprentissage. Mais évidemment, c'est pas pour ça qu'il faut mettre de côté toutes les autres sources d'information, d'apprentissage qui existent encore. De nouveau, c'est un complément, il me semble. Tu as quelque chose à dire là-dessus? Non, simplement, effectivement, je crois qu'il y a une question à se poser, c'est la technologie, pourquoi faire? C'est ce que disait Karine, je crois qu'il faut effectivement, avant d'engager un projet, se poser les bonnes questions. Il ne s'agit pas non plus de faire du numérique à tout prix. Il faut faire du numérique dans quel but? Quand on engage un projet pédagogique, voilà, je pense que c'est la question. On n'est pas effectivement dans le cadre d'un faire le numérique à tout prix. Non, il faut effectivement, comme pour toute chose finalement, se demander dans quel but, quelle est la finalité, qu'est-ce qu'on pourra obtenir.
Bien, merci. Une question de la console de Benoît Petit. Bonjour, bonjour. Périne, tout à l'heure, vous nous parliez des inégalités chez les jeunes, principalement dues aux inégalités sociales qu'on retrouve un peu partout. Ces réalités sont vraies ici aussi. Et est-ce que vous avez des suggestions à faire, à proposer pour que l'école puisse réduire, jouer un rôle important pour réduire les inéquités sociales? Non seulement au niveau de sa mission, mais au niveau peut-être de ses moyens. Quels sont les moyens qu'on pourrait mettre en place dans les écoles? Avez-vous pu réfléchir sur ces questions? Donc là, vous déplacez le débat sur la réduction des inégalités sociales à travers le numérique ou de manière générale? Parce que c'est une vraie question aussi. Bien, principalement, puisqu'on sait que le numérique, vous l'avez bien dit tout à l'heure, a une influence sur l'apprentissage, donc peut favoriser les apprentissages. Et si on sait que les milieux sociaux défavorisés sont moins bien équipés, donc moins bien, même formés, comment l'école peut-elle, elle, à la fois dans son curriculum, peut-être compenser, mais aussi dans sa façon de redistribuer les ressources, par exemple, disponibles à l'école, ou encore est-ce qu'il y a une importance à mettre pour augmenter le numérique? Vous parliez qu'en Belgique, il y a un effort qui est fait présentement pour essayer d'améliorer le parc numérique dans les écoles. Est-ce que vous avez des suggestions à faire de ce côté-là? Il faut mettre, selon moi, bon, l'équipement est une chose nécessaire, mais pas suffisante. Et il est clair qu'il faut mettre le paquet sur la formation des enseignants. Je ne nie pas du tout qu'il y a des enseignants qui sont très motivés, mais au niveau du primaire, donc justement, puisque si on veut résorber ces inégalités sociales issues du numérique, il faut intervenir le plus tôt possible pour essayer de lisser les différences. Et je pense que l'équipement, c'est une première chose, mais si l'équipement n'est pas utilisé à l'école, parce que les enseignants ne sont pas formés pour utiliser ces technologies, rien ne se passe. Donc, le grand défi, au-delà de l'équipement, c'est la formation des enseignants et donc de changer cette culture enseignante. Et c'est ça qui met le plus de temps à changer. Donc, c'est d'introduire les technologies et l'enseignement par et à travers les technologies le plus tôt possible par une formation solide des piliers de la classe qui sont les enseignants. Voilà ce que je peux répondre comme ça. Mais je pense que demain, par rapport à l'effort que l'école peut faire, il y a peut-être des nuances qui peuvent être apportées, mais quoique la formation des enseignants est un point essentiel, pour cette question, ça c'est sûr. Et des enseignants primaires, parce que généralement, les enseignants secondaires emploient plus la technologie que les enseignants primaire. Voilà, la technologie, en tout cas, je parle en Belgique, la technologie à l'école en primaire, l'utilisation de ces outils en primaire est encore moins répandue qu'en secondaire. Voilà. Merci beaucoup. Encore une question d'élève dont vous allez reconnaître la voix peut-être. C'est difficile de parler à l'écran, hein? En quoi croyez-vous que l'éducation devrait être modifiée dans les écoles secondaires parce que les adultes d'aujourd'hui ont appris les mêmes choses qu'on apprend aujourd'hui à l'école et avec la technologie, qu'est-ce qu'on pourrait leur apprendre de plus? Les enseignants font quand même un bon travail, je crois, et pourquoi devrait-on se fier seulement à la technologie quand les enseignants nous donnent les renseignements, en fait? Je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir compris la question, Laurence. Reformuler la question. Reformuler la question? L'arrivée des nouvelles technologies à l'école pourrait, selon certaines personnes, améliorer l'éducation et tout, sauf que les enseignants d'aujourd'hui et les enseignants du passé ont quand même fait un certain travail qui ont appris aux élèves, en fait, à une connaissance générale assez adéquate, selon moi. Ah! Alors, pourquoi devrait-on penser à amener la technologie dans les écoles davantage?
Alors, effectivement, je ne crois pas que ce soit incompatible. Ensuite, je ne crois pas que ce soit en termes de connaissances. Je crois que en termes de connaissances, effectivement, je trouve simplement que le numérique donne accès de manière différente à beaucoup plus de choses et beaucoup plus facilement. Et ça peut on peut en faire, je pense, en classe un usage différent. Et il se trouve, comme on le disait, le numérique, voilà, les enfants qui naissent aujourd'hui, voilà, grandissent dans un univers connecté, ça développe quand même des compétences, notamment au niveau du collaboratif. Je crois que le collaboratif, ça fait partie des choses qui sont pas encore complètement exploitées entre guillemets en classe et qui sont pourtant vraisemblablement des compétences qui sont appelées à être développées. Ça fait partie des choses, je pense, qui sont effectivement sur lesquelles il faut pouvoir s'appuyer. Ensuite, effectivement, si la question est est-ce que la technologie au sens propre est indispensable, je crois que le mot technologie, déjà, c'est ce que disait Perrine dans sa conférence. Le mot technologie porte lui-même à confusion. Derrière le numérique, on peut mettre effectivement plein de choses. Il y a des nouveaux usages qui sont en train de se mettre en place. Il ne s'agit pas de tout bouleverser, mais il s'agit d'observer, de voir tout le bénéfice qu'on peut en tirer et de faire en sorte que, effectivement, dans l'enseignement, il y a peut-être des choses, certainement des choses très positives à en tirer et accompagner cette génération qui grandit, qui a quand même des usages très novateurs. Après, il faut effectivement réfléchir à la finalité. Je crois que c'était ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Bon, je n'ai rien à rajouter. Je voulais rebondir effectivement, mais Laurence l'a dit en fin d'intervention. C'est de nouveau la question de finalité qui revient. C'est pas d'introduire absolument le numérique pour le numérique, réfléchir pour quoi faire, mais peut-être aussi l'introduire, l'utiliser pour avant tout pour réfléchir à ce qu'il faut faire avec cette technologie, mais pour réduire parfois aussi l'écart qu'il pourrait y avoir entre l'expérience que vous, adolescents, vous faites à l'extérieur de l'école. Vous êtes quand même fortement connectés à ces outils-là, et à l'école, s'il n'y a pas du tout ça, l'école perd un peu de sa crédibilité, de sa légitimité. Il y a un grand décalage. Donc l'introduire à l'école, la technologie, enfin ce numérique, c'est aussi essayer de réduire peut-être le décalage entre l'expérience des adolescents en dehors des murs de l'école et ce qu'il apprend à l'école. Mais bien entendu, je suis certain que ce que vous apprenez, même sans la technologie, est très intéressante. C'est pas remis en doute. Simplement pour faire du pouce sur ce que vous venez de dire, Laurence et Perrine, et peut-être aussi pour répondre à ta question. C'est peut-être pas vraiment une question, mais plutôt un commentaire supplémentaire sur le sujet. Les élèves qui entrent cette année en première année du primaire, donc en CP en France et puis ici en première année, on sait que quand ils sortiront du secondaire, 60%, soit un peu plus de 60% d'entre eux occuperont ensuite des emplois qui n'existent pas encore. Ah oui. Donc, je pense que l'école, c'est une institution culturelle, c'est une institution sociale aussi, d'ailleurs, dont le rôle est les 3 missions de l'école québécoise, c'est socialiser, instruire, éduquer. Donc, en tant qu'enseignant et en tant que, je dirais que dans le temps où on est, comme le disait Perrine, il y a des usages, il y a des outils. Et si l'école est en porte-à-faux et complètement à côté de la plaque par rapport à ce qui se vit à l'intérieur et à l'extérieur de ces murs, je pense qu'on vient de rater quelque chose. Alors, moi, ce que je pense, c'est que pour ces enfants qui viennent d'entrer à l'école aujourd'hui, vous en sortez, peut-être même que dans votre carrière, vous allez occuper différents postes et que vous aurez besoin de compétences que le numérique vous aura permis de développer. Ben, je pense que c'est important qu'on y pense à 2 fois, puis qu'on laisse entrer le numérique dans les murs de l'école, pas juste pour le laisser rentrer, mais peut-être pour, comme le disait Laurence, ouvrir l'école sur un monde de collaboration qu'on est en train de vivre ici en ce moment en direct, un réseautage, un partage et, je pense, un développement personnel et professionnel. Tout à fait, voilà, on souscrit. Et effectivement, je crois que ce qui
qui est important de souligner, c'est qu'effectivement, il y a des métiers qui sont en train d'apparaître et voilà ce que tu disais, Nathalie, effectivement, il y a beaucoup de métiers de demain qui n'existent pas encore, mais auxquels, effectivement, nos enfants doivent être préparés. Donc, je crois que ça fait partie quand même des missions de l'école. Bon, bien, en attendant, une question d'élève posée sur Twitter, voilà, elle vient d'apparaître. Je ne sais pas si vous avez devant vous le flux Twitter, mais je vais vous la poser. La question est la suivante. Combien de temps croyez-vous qu'il faudra pour voir arriver la technologie moderne dans nos classes? Mais on n'a pas de boule de cristal. En ce qui me concerne, je n'ai pas de boule de cristal. Vous n'avez pas du tout de technologie moderne dans vos classes? C'est relatif, n'est-ce pas? On ne sait pas répondre à cette question. En plus, on ne sait pas l'état non plus des technologies, de l'entrée de la technologie chez vous. J'imagine qu'il y a quand même déjà beaucoup d'expérience dans ce sens. Donc, on a quand même des trucs comme les tableaux interactifs, mais malheureusement, je trouve que la technologie n'est pas encore assez présente. Je donnais comme exemple, mettons, des iPads, des livres numériques, des choses comme ça, des trucs un peu plus interactifs entre les élèves et les professeurs. Donc vous avez quand même des choses, mais souvent ce qui se passe encore beaucoup dans les écoles, et même dans d'autres contextes, c'est qu'on emploie l'outil pour faire la même chose qu'on faisait avant. Donc moi je le fais aussi beaucoup, moi j'emploie le numérique, je l'utilise quasiment de la même manière que comme j'emploie le papier. Mais ce qu'on voit beaucoup moins, je pense que Marcel Lebrun va peut-être en parler demain, c'est l'utilisation d'outils numériques, mais pour travailler autrement. Donc pas pour refaire simplement ce qu'on fait sans le numérique en l'améliorant, parce que le PowerPoint m'a permis de vous mettre des images, m'a permis de, voilà, en tout cas vous mettre des images, de rendre ça plus sympathique peut-être, mais j'ai suivi j'ai fonctionné de la même manière que j'aurais fonctionné avant sans le numérique. Et donc ça, il y a encore beaucoup, l'utilisation du numérique, de l'outil pour faire la même chose. Et la vraie question, c'est quand est-ce que les enseignants, et ça demande une vraie formation, vont pouvoir s'emparer, s'approprier de ces outils pour enseigner autrement et donc pour faire autre chose. Ça demande de vraies nouvelles compétences, notamment pédagogiques. Ouais, tout à fait d'accord. Bonsoir, mesdames. Écoutez, j'aimerais revenir sur l'une des valeurs de l'éducation, soit socialiser. Croyez-vous que l'école, en laissant entrer les technologies, puisse favoriser chez les jeunes une espèce de dépendance affective envers le numérique? Personnellement, je ne suis vraiment pas spécialisée sur cette question. Ce sont des vraies questions. Non, je ne sais pas répondre. Je ne suis absolument pas spécialisée sur la question. Je ne sais pas. Je ne pense pas parce que de toute façon, cette dépendance, ils l'ont en dehors de l'école. Enfin, s'ils l'ont déjà développée en dehors de l'école. Laurence, tu veux... Je crois. Alors, il y a plusieurs. Je sais que ce sont des questions qui font débat, effectivement. Je crois qu'il faut simplement se poser la question, est-ce que cette dépendance est réelle et si elle est réelle, qu'est-ce qu'elle signifie? Voilà, je ne suis pas persuadée du tout que ça développe une dépendance pathologique ou voilà. Après, on n'en est qu'au début. Là, j'ai pas d'études sur lesquelles m'appuyer. Je sais que ça fait débat. Je suis pas le côté addictif du numérique. Je m'avancerai pas non plus sur ce terrain en fait. Si je peux apporter un éclairage sur la question, je lisais quelque chose d'intéressant récemment sur la différence entre les parents qui laissent leurs jeunes enfants librement jouer ou utiliser les tablettes numériques en comparaison de ceux qui contrôlent le temps d'usage de ces appareils-là. Et ce qu'on a constaté, c'est assez fascinant, c'est que les parents qui laissent les enfants librement utiliser les appareils
au début, ils les surutilisent et après ça, ils s'en lassent. Ils finissent par reconnaître les limites de l'outil et qu'il y a autre chose que l'outil, qu'il y a une vie hors de l'outil et qu'ils passent, comme je disais, à autre chose. Alors que les parents qui ont plus tendance à contrôler le temps à passer avec l'outil, les enfants essaient au contraire de voir jusqu'où ils vont pousser la limite, jusqu'où ils vont être capables d'asticoter les parents pour l'utiliser. Alors, c'est comme s'il y avait un rapport qui n'est pas seulement avec l'outil, il est avec l'adulte aussi. Alors, peut-être que ça jette un éclairage, mais on pourrait entendre les jeunes dans la salle donner leur point de vue sur la relation avec l'outil. Moi, je trouverais ça intéressant d'avoir l'avis des jeunes dans la salle. Est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir un rapport, de passer trop de temps? Est-ce que leurs parents leur mettent des limites ou comment ça se passe? Oui. Malheureusement, on vient de me dire que le temps est écoulé. C'est moi qui fais le méchant ici, là. Les signaux viennent d'ailleurs. Bon, alors, écoutez, on remercie très chaleureusement. Alors, on a quelqu'un qui fait les remerciements. Et bien mieux que moi. Alors, Karine, à toi la parole. Alors, remercions simplement Mme Perrine Brodkorn et Mme Laurence Bie pour leur conférence et leur réponse, ma foi, très éclairante et très enrichissante. Ce fut un honneur pour nous là, de vous écouter et de pouvoir dialoguer avec vous. Donc, un immense merci. Merci à vous. Non, merci à vous. On était très contente de participer et vraiment, je trouve que c'est une belle initiative et ça montre vraiment que le numérique, on peut faire des choses formidables avec. Donc, bravo. Voilà. Merci beaucoup. C'était très sympathique. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah oui, bon après-midi.